Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'Institut de la démocratie et de la coopération. Je suis Natalia Narochnitskaya, présidente de cet institut qui existe depuis maintenant 5 ans. Avec notre table ronde de ce soir, nous clorons une année riche en activités. En effet, cette année 2012-2013, notre institut a organisé ou co-organisé les colloques suivants. Sur la souveraineté à Berlin, avec la participation de 700 personnes. Sur la Syrie aux Nations Unies de Genève, 2 fois, en mars et en juin. Et la seconde fois avec une intervention par le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Madame Nevi Pillay. Sur le révisionnisme historique au Parlement tchèque à Prague et en collaboration avec l'Université La Sapienza sur la russophobie à Rome. Notre colloque sur la Grande Europe des Nations le 10 juin à l'Assemblée nationale ici à Paris avec le parrainage de Thierry Mariani, ancien ministre, et avec des interventions d'excellente qualité tant des Russes que des Français, a eu un immense succès. Nous sommes intervenus sur Stalingrad à New York où nous avons présenté un ouvrage en anglais sur cette grande bataille. Sur la justice internationale à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, à Strasbourg et à Monténégro. Dans nos colloques et nos tables rondes, nous essayons d'aborder les grands thèmes de l'actualité politique, surtout dans la mesure où ceux-ci ont une incidence sur le rapport entre l'Europe et la Russie. Et là, cette année, avec la Syrie, nos bons rapports ont été soumis à de fortes tensions. Et là aussi, au niveau gouvernemental, le vote du mariage pour tous n'a pas été apprécié en Russie, comme nous entendrons tout à l'heure. Si entre les gouvernements, les choses ne se passent pas comme on pourrait le souhaiter, il n'en est pas de même de la société civile. Au contraire, toute l'Europe, la Russie comprise, a regardé avec une immense admiration comment des millions de Français sont descendus dans les rues de Paris pour manifester contre la dénaturation du mariage et contre l'atteinte aux droits des enfants. Fidèle aux promesses de son baptême, la France, la vraie France, la belle France, la douce France, est devenue un exemple pour toute l'Europe tout entière. C'est donc un grand honneur de vous présenter ce soir notre panel russe-européen, car sur les questions essentielles de la famille et sur les valeurs traditionnelles, la Russie est à côté des Français et des Européens. Comme vous le savez, le Parlement russe vient de voter une loi interdisant la propagande homosexuelle auprès des mineurs. До недавнего времени мы с восхищением смотрели на Францию. Jusqu'à très récemment, nous regardions la France avec beaucoup d'admiration. En effet, la France a atteint des sommets pour ce qui est de la natalité. Поскольку в России самая главная проблема – это демографический вызов. En effet, la Russie fait face à une crise de natalité, à une crise démographique. Donc, notre objectif principal, objectif national, consiste à améliorer la natalité et à améliorer la longévité, parce que c'est la seule condition qui permettra à la Russie de rester forte. Мы радовались успехам Nous avons toujours salué la performance de la France, qui était le leader en Europe pour la natalité, 2,1 enfants par femme. на женщину. Le problème démographique. И как гром среди ясного неба для нас стало известие о том, что Францию сотрясает Pour nous, l'information annonçant le mariage pour tous, l'adoption par les couples du même sexe, и a été разрешение un coup de tonnerre. усыновления детей однополыми парами. Думаю, не ошибусь, если скажу. Je pense qu'il ne serait pas exagéré de déclarer ici que ce qui s'est passé en France montre que le monde entier fait face à un défi civilisationnel. Сегодня, накануне очень серьезного цивилизационного вызова.
Я горжусь своей Je suis страной, fier de mon потому что pays, car la Россия Russie a выдержала su faire это face à cette испытание. épreuve. Nous sommes prêts à Готовы débattre обсуждать многие de nombreux défis contemporains, mais pas au prix du bien-être, de la santé de nos enfants. Je pense que nous avons beaucoup de leçons à recevoir de vous. Et donc de ça, je voudrais vous remercier infiniment et vous dire aussi combien, je pense que je parle en mon nom, mais je peux parler au nom de beaucoup de personnes, combien nous sommes touchés de voir un pays qui ose aller à contre-courant. Voilà, je suis catholique. Le pape François a fait une homélie il y a très peu de temps où il a dit que les chrétiens devaient être des révolutionnaires et qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller à contre-courant. Donc de ça, je voudrais vous remercier et vous dire combien je suis touchée et combien pour nous c'est important que la Russie montre l'exemple. Nous avons besoin de vous. Et ça n'est pas un faible mot ce que je dis que nous avons besoin de vous dans cette période qui est particulièrement difficile. J'ai retenu, madame, tout à l'heure que vous avez parlé de la douce France, vous avez parlé de la belle France. Bien sûr, en France, jamais nous n'aurions dû adopter cette loi. Vous avez eu le courage de le faire, vous avez eu le courage de parler en plus d'interdire la propagande homosexuelle. En France, évidemment, même ce mot-là nous est interdit. Et j'ai beaucoup admiré, avec envie, je l'avoue, la façon dont vous avez pu expliquer tout à l'heure, notamment l'étude de Marc Regnerus. Cette étude, en France, elle a été censurée. C'est-à-dire que lorsque nous avons essayé d'en parler, on nous a dit « vous êtes homophobe ». Or, en France, il y a une loi, depuis 2004, contre l'homophobie, et nous risquons très très gros. Les députés, au Parlement, n'ont même pas le droit de dire ce que vous avez dit. Tous ceux qui ont été contre cette loi et qui se sont défendus avec beaucoup de courage étaient d'une part peu nombreux et n'étaient pas libres non plus dans leurs propos. C'est-à-dire que l'étude de Marc Regnerus, tout ce que vous avez dit, et je l'ai entendu, et à chaque fois j'avais un pincement de cœur en me disant mais tout ce que vous pouvez dire, nous, même dans une enceinte de parlementaires, or, dans une enceinte de parlementaires, c'est là que devrait pouvoir s'exprimer le plus la liberté d'expression. Eh bien, même ça, nos parlementaires ont été interdits de le dire. Alors, pourquoi est-ce que ce grand mouvement s'est levé? Et pourquoi ce grand mouvement n'est pas prêt de s'éteindre? S'il s'est levé, c'est parce que tout d'un coup, les Français se sont rendus compte que leur civilisation était en danger de mort. Parce qu'il s'agit en effet d'une guerre de vie ou de mort. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que notre civilisation, en effet, est en danger. J'ai coutume de dire, nous avons coutume certains de dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous savons que nous gagnerons la guerre et que cette guerre, nous l'avons déjà gagnée en partie. Ce mouvement a pris tant d'ampleur parce que notre démocratie a été bafouée. Elle a été bafouée depuis 8 mois de façon très, très choquante, d'une façon qui ne pouvait échapper à personne finalement. Moi, je me bats sur ce sujet très précis depuis 8 ans. Donc je savais que cette loi allait arriver et je n'imaginais pas l'ampleur de la résistance. Donc cette résistance, bien sûr, elle fait vraiment chaud au cœur et on ne s'y attendait pas pour ceux qui se battent depuis longtemps. Les débats ont ensuite eu lieu, la première lecture à l'Assemblée nationale, puis c'est passé au Sénat. Un certain nombre d'amendements avaient été déposés, ils ont été bâclés et le Sénat, les sénateurs ont voté ce qui est absolument unique chez nous, à main levée. À main levée, il n'était que 60 sur 329. Ils ont voté au petit matin, à main levée, sans discussion. Puis le texte est revenu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Généralement, entre les deux lectures,
il s'écoule à peu près un mois. Là, le gouvernement, qui voulait se débarrasser et bâcler le débat, l'a fait passer en une semaine, ce qui n'arrive absolument jamais. Et aucun amendement n'a été déposé. Il n'y a donc pas eu de deuxième lecture au Sénat, alors que Mme Taubira, le ministre de la Justice, a dit qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. On voit comment ce qu'elle dit, le changement de civilisation qu'elle a employé, a été voté d'un revers de main avec le mépris le plus total pour ceux qui étaient contre. Le peuple français peut être très fier de lui, parce qu'en 8 mois, tous ces gens qui résistent n'ont pas cassé une seule vitrine, n'ont pas pillé un seul magasin, n'ont pas brûlé une seule voiture, ne se sont attaqués à personne, y compris aux gens qui les attaquaient, y compris aux lobbies qui les attaquaient, y compris aux gens qui venaient les provoquer. Personne n'a répondu. Nous répondons par des chants, nous répondons par des manifestations, mais nous répondons toujours, de façon grave, mais de façon joyeuse. Parce que c'est vrai, nous sommes heureux d'être résistants et nous pouvons, je crois, être extrêmement fiers de notre jeunesse, mais aussi de ceux qui sont moins jeunes. Parce que je crois que ce qui est en train d'arriver en ce moment en France, c'est la réconciliation aussi de toutes les générations. Et nous coupons définitivement, je crois, avec l'idéologie de mai 68. Cela va prendre un peu de temps. Cela va se faire probablement dans les larmes et la douleur. Mais je crois que les Français le comprennent de plus en plus, qu'il y aura cette période difficile que nous allons vivre, mais qu'au bout de cette période, nous avons l'espérance et nous avons cette étoile qui nous guide. Merci. Bravo. C'est grave. Et aujourd'hui, on voit peur, panique face à toute imperfection physique, minorité sodomite et transsexuelle élevée au statut de symbole de la liberté, euthanasie et vente d'organes. Et tout ce bel édifice est couronné d'une nouvelle idéologie dominant des droits de l'homme, d'idéal de la vie esclave hédoniste, de la chair et de l'orgueil. Quand j'ai parlé de douce France, je pensais à la France et à cette Europe qui avait connu son heure de gloire, avait donné au monde des grandes puissances et la grande culture à l'époque où la foi, l'honneur, le devoir avaient une valeur plus grande encore que la vie. Mais aujourd'hui, mais aussi tout ce que vous nous avez dit confirme que la philosophie libertarienne extrémiste s'est imprégnée de tous les travers du communisme et elle ne tolère aucune dissidence. Elle s'attaque aujourd'hui aux piliers de la démocratie même que sont la liberté de conscience et de parole. Je me souviens au cas de Rocco Buttiglione qui était chassé, oui, c'est ça. Chassé de la position seulement parce qu'il a dit que comme un catholique, vrai catholique, il regarde les relations homosexuelles comme un péché. Mais on peut comprendre pourquoi cette loi russe a était un tel danger, menace au lobby libertariste, parce que Elena Misulina a raconté à la base, la fondation de la conception de cette loi est différence totale, éthique, entre les relations naturelles et les relations homosexuelles. C'est la base de la conception. Mais il demande déclarer égalité totale.
entre les péchés et entre les vertus, etc. C'est une grande menace. К счастью, в России мы можем говорить о том, о чем у вас говорить, как выяснилось, запрещено. Fort heureusement, nous avons encore le droit de dire en Russie ce que vous n'avez plus le droit de dire en France. Поэтому мне в этом смысле бояться нечего. Donc je n'ai strictement rien à craindre ici. Обсуждая законы, мы просто прошли хорошую школу. Nous avons eu de nombreux contacts avec des représentants des minorités sexuelles parce que dans mon pays, on a la liberté de dire aussi bien qu'on est pour, qu'on est contre. Разных позиций. Мы абсолютно убеждены в том, что все граждане Российской Федерации должны иметь равные права. Nous sommes absolument persuadés que tous les citoyens de la Fédération de Russie doivent avoir les mêmes droits. И в этом смысле сегодня Je tiens à vous assurer que les représentants des minorités sexuelles ont exactement les mêmes droits que tous les autres citoyens de la Fédération de Russie en ce qui concerne l'éducation, la médecine. Они хотят вступить в брак? Нет проблем, вступайте в брак. Но браком в Российской Федерации для всех граждан считается союз между мужчиной и женщиной. Si les représentants de ces minorités peuvent contracter un mariage, ils ont toute la liberté de le faire, sauf que d'après la loi russe, un mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Так значит, речь идет... Il ne s'agit donc pas pour ces minorités d'avoir les mêmes droits que les autres. Ils veulent simplement avoir des droits supplémentaires par rapport aux autres. Дополнительными правами. Когда мы обсуждаем вопрос о том, наделять ли определенную группу Quand il s'agit de donner des droits particuliers à une minorité, quelle qu'elle soit, pas forcément sexuelle, nous devons tenir compte tout d'abord de l'intérêt national, mais aussi de l'opinion de la majorité. Большинство опрошенных россиян считают основными источниками формирования гомосексуальной ориентации. Parmi les personnes interrogées, la plupart ont dit que les facteurs qui forment des tendances homosexuelles s'expliquent par des traumatismes psychologiques, l'influence des médias et de l'entourage social. Большинство россиян также не желают расширения. La plupart des personnes interrogées ne se prononcent contre de nouveaux droits pour les représentants de cette communauté. Ils s'opposent également contre l'adoption par les couples homosexuels. Я не очень понимаю, почему Pourquoi, легализация одного même si le mariage pour tous a été légalisé en France, il faut attirer dans ces milieux de plus en plus d'enfants. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Нас, безусловно, волнует эта тема еще и потому, что C'est une question qui nous préoccupe d'autant plus qu'il y a en France beaucoup de Russes qui sont russes. Il y a tout d'abord les orphelins russes qui ont été adoptés par des familles françaises. Il y a aussi des enfants de ressortissants russes qui se sont établis en France. Je ne voudrais absolument pas qu'ils participent à ce moment. Une démonisation de la Russie médiatique en Europe. Quelle est la raison? Le fait que la Russie rejette une démocratie qui permet une minorité déshonorer tout ce qui est cher pour une majorité? In questo importante istituto per la democrazia e la cooperazione, il tema di oggi è molto stimolante e coglie la sfida odierna. La difesa della famiglia, dei diritti dell'infanzia, una lotta comune della Russia e dell'Europa. Grazie di avermi invitato per ascoltare dall'esperienza viva degli altri relatori, importanti deputati, presidenti e vicepresidenti di commissione della Duma, colleghi e ex colleghi del Parlamento francese, Béatrice, una dei protagonisti e capi della Manif pour Tout, le loro esperienze e le loro riflessioni. Il coraggio, diceva Plutarco, consiste non nello sfidare senza paura, ma avendo la mente fissa nella giusta causa. Noi tutti, a seconda dell'incarico temporaneo che abbiamo, siamo uomini e donne molto coraggiose. Nella mia esperienza politica, durante i 16 anni di impegno al Parlamento italiano e negli ultimi 3 anni all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,
Ho sempre agito con coraggio a partire dagli ideali fondamentali della civiltà cristiana, la promozione della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, la famiglia, uomo, donna, bambini, la libertà sociale e di educazione. Questi valori non negoziabili, così descritti dall'intero magistero cristiano, sono i pilastri principali su cui si fondano tutte le dichiarazioni, convenzioni e accordi sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Dunque promuovere i nostri valori significa allo stesso tempo promuovere i diritti umani e viceversa. Questo punto di vista nuovo è fondamentale ancora più oggi, in un mondo nel quale agire contro il politicamente corretto, le mode di oggi, ci rende tutti classificati nella categoria dei pericolosi cristiani, omofobi o terroristi. Tutti ce ne accorgiamo ogni giorno e in ogni contesto. Oggi, invece della materiale stella di Davide, con cui si usava a riconoscere gli ebrei nel totalitarismo nazista, si marchiano i credenti e non credenti con affermazioni pesantissime e indelebili. Proprio in Francia, ad esempio, qualche giorno fa, il 21 giugno, a Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, per ordine del ministro Valls, tutti i credenti che uscivano da una chiesa sono stati fermati, incluso il parroco di quella chiesa, per prevenire incidenti in vista di un incontro con i prefetti dello stesso ministro. Si potrebbe ricordare anche il pregiudizio che ha accompagnato l'intero pontificato di Papa Benedetto XVI, sottoposto dal primo giorno all'ultimo giorno da una serie di attacchi mass mediatici che miravano a oscurare l'intero insegnamento e guida del Papa. Siamo sotto attacco. Un attacco globale perché promuoviamo i diritti umani. Questo è il nostro problema, ma è anche la nostra forza e la nostra grande opportunità. Un autore a me caro, Lewis, in un suo bellissimo romanzo, amava ricordarci come ci trovassimo già un secolo fa in un mondo che avanzava all'indietro progressivamente e nel quale, direbbe Paul Claudel, il solo porsi, cioè proporre qualcosa di vero, si oppone. Di più, oltre all'arma della nostra fede, dell'evidenza naturale che oggi abbiamo dalla nostra parte, abbiamo altre frecce. Sono proprio le convenzioni e le dichiarazioni universali che dobbiamo brandire sul volto di quelli che io chiamo i nuovi barbari. Ci troviamo di fronte, come nelle invasioni barbariche, infatti, che scendevano a Roma, di rilanciare la sfida al mondo frantumato e alla nuova tirannia dell'Occidente, così ben descritta da un grande autore, Alexander Solzhenitsyn. Coraggio, io come tutti voi siamo a disposizione. Je remercie l'Institut de la démocratie et de la coopération d'avoir organisé cette réunion qui nous permet de partager sur l'essentiel. Je voulais tout d'abord remercier la Russie qui refuse l'adoption pour les couples homosexuels. C'est pour nous, dans ce moment particulier, quelque chose de très important. Et je crois même savoir, et pourtant il y a peu de choses qui le troublent, le président de la République actuelle a été très ébranlé par le refus de la Russie d'accepter l'adoption par les couples homosexuels. Grâce à votre refus, vous évitez de rentrer dans une logique que j'ai vue s'installer depuis 30 ans en France, dans la vie politique. La France qui, à la suite de renoncements, de vouloir être à la mode, qui pour moi, reprenant la citation de Kundera, est une ambition de feuille morte, vouloir être à la mode.
ou vouloir être moderne, qui est en réalité un défilé de mode, ou à force de consensus ou de moindre mal, la France est aujourd'hui au pied du mur. Béatrice Bourges vous a parfaitement décrit la situation et notre histoire récente. Je vous le dis, mesdames, nous rentrons en résistance. Car il y avait un seul point avec lequel nous étions d'accord avec le gouvernement actuel, c'est qu'il s'agit bien d'un changement de civilisation. Et nous ne voulons pas de ce changement de civilisation. J'affirme aujourd'hui avec mon expérience que le mariage gay n'est qu'un instrument, un prélude à l'instauration d'un pouvoir totalitaire. En quelques mots, je vais vous montrer la logique dans laquelle nous sommes rentrés en France. Ça a été tout d'abord avec la pilule. L'idée que l'on avait un enfant quand on voulait. Et comme on voulait. Ça a d'abord été la pilule, puis l'avortement. Ensuite, ça a été de mettre dans la tête des hommes et des femmes en particulier, que la maternité n'était pas une joie, mais une charge dans son activité professionnelle. La maternité empêche la progression de la femme dans sa promotion professionnelle. Ensuite, on est arrivé à créer des enfants dans des éprouvettes, sans le corps des hommes ni des femmes. Nous sommes à la veille, à quelques dizaines d'années, de la production, pardonnez-moi du terme, d'enfants par l'utérus artificiel. La femme ne sera plus nécessaire pour donner la vie et mener la vie à son terme. Et donc petit à petit s'installe une société dans laquelle certains hommes, je dis hommes ou femmes du reste, pourront décider celui qui est nécessaire par rapport à des choix que le puissant aura décidé pour lui-même. Et l'on créera les enfants qui sont nécessaires par rapport à ces désirs des puissants. Nous sommes en guerre, tous en France, vous, les Russes, et tous ceux qui partagent cette perception des enjeux. Nous sommes en guerre contre ce courant de pensée qui veut nier l'humanité de tout homme. Nous sommes en guerre contre un courant de pensée qui veut nier l'existence de la transcendance. C'est un mouvement mondial qui est engagé depuis fort longtemps. Chaque pays a son histoire et a sa mission. Vous, la Russie, vous avez une mission aussi particulière. Et ce n'est pas neutre qu'aujourd'hui vous ayez pris cette position. Donc la France se réveille. Elle reprend l'initiative de défendre ses fondamentaux. Je vous le dis, nous sommes en guerre. Je suis pour ma part convaincu qu'avec la Russie qui refuse l'adoption pour les couples homosexuels, avec Lucas Volonté, député européen, qui est d'un soutien énorme pour nous en France, la France et nous tous, nous allons gagner ce combat, mais c'est Dieu qui nous donnera la victoire. Je vous remercie. Ce qui nous amène ici, c'est cette mobilisation contre le mariage homosexuel qu'il faudrait appeler le mariage génétiquement modifié, en somme. C'est pas un OGM, c'est un MGM, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est à la fois la dénaturation, la déidentification du mariage, mais à travers cela, de l'homme, qui n'est plus ce qu'il est, de la femme, qui n'est plus ce qu'elle est, par l'interchangeabilité, de la famille, des rôles de père, de mère, qui
sont désidentifiés aussi. C'est ça le point crucial, c'est qu'à la fin des fins de cette négation de l'identité, il y a la négation de l'humanité de l'homme. Donc, Christine, vous avez relevé l'importance, la portée, la vibration. Parce qu'évidemment, la négation de l'humanité de l'homme, c'est la barbarie. L'expérience du XXe siècle, les expériences du XXe siècle a toujours été. C'est-à-dire qu'on court un grand danger. C'est-à-dire quand l'homme est détaché de son humanité. Alors à ce moment-là, porte ouverte à tout. Hein. Et au fond, je suis plein d'espoir parce qu'il y a la magnifique résistance de la Russie, mais il y a derrière la résistance de la Russie, justement, la résistance des choses. Les choses veulent continuer à être ce qu'elles sont, comme disait le général de Gaulle. Les choses veulent être ce qu'elles sont, si vous voulez. Un chien, quand il se reproduit, il fait un chien. Il a envie que la race chien perdure. C'est-à-dire, il y a une force énorme. C'est pour ça que nous n'avons pas tellement, je pense, à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur, n'ayons pas peur, justement, si nous croyons. Mais en quoi nous croyons? Nous croyons justement à la nature des choses, c'est-à-dire à la résistance naturelle des choses, et au fond, nous n'avons rien d'autre à faire. Résister, peut-être pas en première ligne, mais d'aider les choses, d'aider la nature, d'aider les hommes, d'aider les femmes, d'aider l'être à être ce qu'il est naturellement, selon une force qui est évidemment bien plus importante que nous-mêmes, quel que soit le nombre de nos manifestants quand nous décidons de manifester. Ce sont des forces d'appoint par rapport à la force naturelle de la nature, on peut dire, spontanée de la nature. J'aperçois là derrière peut-être la cassure possible de l'empire existentialiste que sont les États-Unis, parce que pour les États-Unis, l'essentialisme est absolument incompréhensible. L'empire américain est un empire qui remodèle le monde, qui prend le monde pour une matière plastique. Chaque chose peut devenir, et c'est bien pour ça que le gender est venu des États-Unis, chaque chose peut devenir autre chose que ce qu'elle est. Bon. C'est-à-dire que, je sais pas, l'habitant du Burkina Faso peut devenir au fond un Américain qui consomme avec une bagnole et une cigarette à la bouche. Bon, c'est dans la fantasmagorie américaine qui même arrivait à penser qu'un pays musulman pouvait être démocratique. Bon, je suis à peine polémique et taquin en disant cela, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne corrompt pas la nature des choses. Et ce qu'a fait de très grave l'Empire américain, c'est de penser, ou de faire penser à l'univers entier, que l'on peut corrompre la nature des choses. Et si nous prenons notre revanche, non pas nous, pauvres humains, inclus dans une nature qui se revanchera de toute façon, je pense que ça aura des conséquences géopolitiques énormes et que j'aperçois justement non seulement le déclin, mais l'affaire de l'Empire américain dans cette espèce de renversement, d'ailleurs épistémologique auquel nous assistons, tout le monde l'a dit, en 2013. Enfin, Béatrice Bourges l'a dit très bien, vraiment, je souscris à ce que vous avez dit, c'est l'anti-68, c'est-à-dire que vraiment, là, on n'a pas simplement repris la rue, on a repris les idées, on a repris l'initiative. Et je pense que j'allais presque dire que c'est le cours naturel des choses, qu'il y ait des corsi et ricorsi, comme disait Vico au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a un retour des choses à elles-mêmes. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Il nous suffit de contempler avec commisération l'absurde, l'extrême de l'absurde dans laquelle vivent les êtres, et commisération surtout pour les êtres qui sont pris dans l'absurde, ces pauvres homosexuels, ces pauvres couples. Enfin, il faut savoir comment ils vivent en plus. On ne vit pas confortablement dans le rien, dans l'absurde, dans la négation de soi, jamais. Donc nous avons de la commisération. Et en face de cela, oui, la commisération, elle est chrétienne, mais à condition que nous ne soyons pas n'importe quel chrétien. Et c'est d'ailleurs pour cela que la France est plus que jamais la fille aînée de l'Église, en instruisant ce débat pour toute l'Europe, parce que les autres pays de l'Europe, à part la Russie et la France, une fois de plus, il n'y a pas grand-chose. Pardon sur ce sujet, mais enfin, nous sommes tous les deux en première ligne. C'est pas par hasard, c'est pas la première fois, Natalia, que la France et la Russie sont ensemble dans cette affaire. Soyons chrétiens, mais soyons au fond des chrétiens dangereux. C'est ce que je dirais. Soyons des chrétiens dangereux pour ce monde. Merci beaucoup pour votre attention.